Hi, everyone. Can you hear me? Hello? Okay, perfect. All right. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Perfect. All right. Bien désolé de ne pas être en mesure d'être présent personnellement, mais seulement virtuellement. Welcome everyone to today's scientific series. Aujourd'hui, nous avons comme professeur invité Dr. Louis Bérère, neuropsychologue et professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Bérère is the director of the famous EPIC Center at the Institut de cardiologie de Montréal. And a researcher at the Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, Dr. Bérère est un neuropsychologue spécialisé dans la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires. He's an international expert on the effects of physical activity and cognitive training on the brain-heart axis. He's conducted multiple clinical trials that combine physical activity and cognitive training to improve the health, the cerebral health, as well as mobility of older adults. Dr. Bérère nous présente aujourd'hui sur les bienfaits des programmes combinant l'activité physique et la stimulation cognitive pour la prévention des troubles neurocognitifs associés au vieillissement. Alors, Dr. Bérère, bienvenue à St. Mary's. Encore une fois, désolé de ne pas être présent en personne. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci de me... Vous m'entendez bien, tout le monde? Oui. En ligne aussi? Parfait. Oui. Projection. Merci de me donner la chance de présenter nos travaux. Et puis, je vais essayer de garder un peu de temps à la fin pour vous montrer un truc qui est un peu unique pour un chercheur, la chance de développer, en fait, un programme clinique basé sur des travaux. Donc, à la fin, je vais vous présenter vraiment l'implémentation. On a cette chance au Centre EPIC d'avoir un centre qui est un peu à l'extérieur de l'hôpital. C'est un ensemble de cliniques et de centres de recherche extra. Oh. Est-ce que c'est moi qui ne m'entends pas en ligne? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. C'est bon. Voilà. Alors, je disais seulement que j'avais présenté, en fait, des travaux, essentiellement des travaux de moi, mais un peu des autres aussi, parce que je pense que c'est important aussi d'informer qu'il y a d'autres grandes initiatives mondiales qui travaillent dans le même domaine pour mettre un peu la puce à l'oreille puis vous permettre un peu de rester ouvert à ce qui se passe. Puis on va terminer donc avec un programme clinique, comme je disais. Donc, essentiellement, bon, d'abord, j'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, les subventions que je possède sont des subventions des IRSC ou les chaires de recherche de l'université, donc avec comité de gestion. Donc, il n'y a pas de groupe d'intérêt personnel ni commercial impliqué là-dedans. Vous avez vu probablement les objectifs. Donc, on va identifier les facteurs de style de vie qui permettent de protéger contre le déficit neurocognitif avec l'âge, reconnaître les effets de l'exercice. Vous allez voir que mon travail est centré beaucoup sur l'exercice physique et puis l'entraînement cognitif. On va faire, j'ai une petite diapo pour reconnaître ce qui se fait dans d'autres choses, gestion du stress, etc., parce qu'on l'intègre en clinique. Et puis d'identifier les programmes multidomaines efficaces. Vous allez voir c'est quoi un programme multidomaine. Donc, évidemment, on est tous dans le domaine de la gériatrie. Ça, c'est une diapo un peu pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est juste bon de se rappeler que même si on travaille très, très fort à garder nos gens en vie le plus longtemps possible, en fait, on augmente, puis je pense que c'est même passé dans le journal la semaine dernière, on augmente l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, ce qu'on appelle dans la littérature le Global Health Span Lifespan Gap, qui est en train d'augmenter tout le temps. On le voit ici, c'est subtil, hein, mais on le voit que dans les 20 dernières années, dans le monde, il a pris une année. Donc, les gens vivent plus vieux. On prend quoi? 3 mois d'espérance de vie par année, mais on n'arrive pas à augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Donc, cet écart-là grandit. Au Canada, c'est 12 ans à l'heure actuelle. Mais dans des pays où l'espérance de vie est très bas, c'est quand même très élevé. En République centrafrique, on parle de 55-60 ans, mais il y a quand même 8-9 ans d'espérance de vie avec une maladie. Donc, c'est vraiment le défi. Et puis, c'est l'approche préventive qu'on promeut pour relever ce défi-là. Et avant de tomber dans la cognition, mais je veux juste vous situer que vous allez voir que ce qu'on fait en cognition, en fait, c'est vraiment relativement proche de ce qui se fait depuis des années en santé cardiovasculaire.
Et même si les deux domaines ont évolué pendant très longtemps, par exemple, moi, comme neuropsychologue, j'étais jamais au centre épique, mais là, maintenant, je suis très intéressé par des approches comme au centre épique parce que ces approches-là sont intégrées depuis longtemps. Dans l'American Heart Association, le Life Essential 8, si on regarde ce qu'il recommande, ben, beaucoup des recommandations sont aussi les mêmes recommandations qu'on fait pour prévenir les troubles neurocognitifs, sauf quelques-uns qui sont manquants, mais la base est quand même là. Et d'ailleurs, l'approche est tellement en train les deux approches sont en train de se rejoindre au point que l'année dernière, en décembre, je crois, l'AHA a publié ses recommandations dans JACC, Journal of the American College of Cardiology, où on mettait d'ailleurs en relation l'Essential 8 puis les recommandations du Livingston, des recommandations pour prévenir la démence, dont je vais parler dans une minute. Donc, pour les premières fois, on commence même à le reconnaître. Les organismes scientifiques commencent à se rendre compte qu'en fait, les deux domaines travaillaient en parallèle, mais que c'est le temps maintenant de travailler en commun. Et dans ce papier-là, donc, on faisait justement référence au fameux papier de Gil Livingston que vous connaissez sûrement, hein, ces trois recommandations 2017, 2020, 2024. Pour ceux qui étaient à AAIC à Toronto l'été dernier, vous avez peut-être eu la chance de l'entendre. Elle a fait une superbe présentation sur les limites de cette approche-là. Et si, comme moi, vous voyez une référence à ce papier-là partout dans les journaux, en anglais, en français, jusque dans la presse, et que vous l'avez lu, vous devez être aussi choqué que moi de comprendre que les gens, en fait, ne l'ont pas lu. Hein. Parce qu'ils pensent tous que c'est une prescription, alors qu'elle-même le dit en conférence et le dit dans le texte. Ce sont des recommandations basées sur des études essentiellement longitudinales et épidémiologiques qui doivent être confirmées par des essais cliniques, dans la plupart des cas. Alors moi, me plaît que le domaine soit enfin si important, parce que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus et que tout le monde s'en fout. Mais ça me dérange un peu de voir que tout le monde prend ça un peu comme du cash en disant, ben voilà, on a les preuves que ça fonctionne, alors qu'elle-même, l'autrice, dit, non, on n'a pas les preuves que ça fonctionne. On a des recommandations basées sur des études longitudinales, mais il faut faire des essais cliniques pour confirmer que, par exemple, l'exercice, oui, c'est vrai, c'est bon en prévention à long terme, mais est-ce qu'on est capable de faire des programmes efficaces suffisamment intenses pour renverser la vapeur? Ça, on ne le sait pas encore. Donc, il y a vraiment un bris et un bris de logique là, qui est vraiment agaçant, en fait. Vous le sentez dans mon discours. J'ai eu beaucoup de discussions avec des journalistes récemment avec qui j'ai complètement refusé l'entrevue en disant non, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Vous n'avez pas lu le papier. Donc, il faut lire le papier. Le papier est long, par contre, je dois admettre. Nous, ça fait une couple de lab meetings qu'on fait sur le papier, puis je pense que mes étudiants ont toujours un peu de mal à passer au travers aussi. Alors, c'est le propos de mon travail, c'est ça, c'est d'aller voir comment, quand on intervient, quand on fait une étude vraiment d'intervention, basée essentiellement sur l'activité physique et l'exercice cognitif, comment ça va vraiment changer la donne. Et c'est essentiellement ce qu'on fait dans mon labo. Évidemment, on commence toujours en disant que le papier de Livingston est très important d'avoir mis les bases, mais qu'il faut aller plus loin. Pourquoi on se permet de mettre autant d'emphase sur l'exercice? Ben justement, ça, c'est des références qu'on va trouver beaucoup en longitudinal. Ce ne sont pas des interventions. Et c'est quand même des bases qui montrent que l'exercice à long terme est vraiment efficace. Les slides sont un peu busy, là, mais vous voyez ici quand même des évidences qui datent. En 2019, à gauche en haut, vous voyez, ça c'est la fameuse Framingham Study. Alors, la Framingham Study, qui est une cohorte de prévention de santé cardio-respiratoire, a ceci d'intéressant. La conjointe du directeur de l'étude est une neurologue. Alors, elle était beaucoup intéressée aussi, ils sont venus visiter EPIC, beaucoup intéressés aussi à étudier la santé cérébrale. Et ce qu'ils ont observé, avec des mesures quand même assez grossières, parce que ce n'était pas une étude qui était orientée vers la neuro, ils ont quand même montré que chez les patients les plus vieux, il y a une relation directe entre le niveau d'activité légère euh, faite par jour et le volume cérébral global. Puis on le voit ici chez les très âgés, hein, ça se démarque beaucoup plus que chez les jeunes. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup aussi la prévention des démences à long terme. Hein. On le voit ici, ça c'est la UK Biobank. Hein. Vous voyez, c'est la relation entre le nombre de pas marchés. Et même si le 10 000 pas, on le voit ici, ça ne prend pas 10 000 pas pour avoir des effets. En fait, dans la UK Biobank, à 6 300 pas par jour à peu près, on est presque 40 de réduction des chances de développer une démence à long terme. Et encore une fois, ça c'est 2025, c'est sorti en juillet dernier. Donc, encore une fois, la dose réponse entre le nombre de pas qui est fait par jour, qui est encore pas mal optimal autour de 6 000 pas, dès 3 500 à 4 000 pas chez les patients. Et chez les personnes très âgées, on voit des effets. Hein. C'est pas énorme, 3 500 à 4 000 pas, c'est pas énorme. 6 000, c'est optimal, mais on est très loin du 10 000
pas, qu'on imagine tous étant essentiel. Je pense que c'est un discours sur lequel il faut mettre de l'emphase dans les journaux partout parce que c'est beaucoup moins déprimant quand on dit aux gens, ben, juste fais 3 000 à 4 000 pas, puis déjà tu changes la donne. Moi, je trouve que c'est super important, surtout avec les clientèles qui nous intéressent. C'est quand même pas rien non plus de leur faire 3 000 pas parfois. Évidemment, vous allez me dire, OK, c'est bien beau, c'est dans la grande population, mais on se pose toujours la question, puis en essai clinique, on est encore loin du compte, mais en longitudinal, dans les études épidémiologiques et longitudinales, on le sait, on commence à avoir des effets aussi sur les biomarqueurs de la démence. Alors ça, c'est intéressant. Une étude qui a été publiée, encore une fois, en 2025, assez récemment, où là, on avait des cohortes chez qui on avait traqué la marche euh, par accélérométrie et on a fait le lien entre les dépôts amyloïdes chez ces patients-là, ceux qui avaient une charge amyloïde importante et ceux qui allaient développer la protéine tau. Et donc, on voit ici, chez ceux qui sont à haute charge amyloïde, qu'on voit en rouge, il y a une relation directe dans le temps, donc c'est un suivi sur 10 ans, entre le nombre de pas qu'ils faisaient, qu'on considère comme un haut niveau d'activité physique ou un bas niveau d'activité physique en pointillé, et chez ces patients, donc à haut risque, parce qu'ils ont une charge amyloïde, on voit que ceux qui ne font pas beaucoup d'activité physique ont tendance à développer beaucoup plus de taupathie. On le voit ici, c'est assez clair, alors que ceux qui en font régulièrement, ben, ils ont moins de chances d'en développer. On voit que les patients qui ont une charge amyloïde très basse ne montrent pas cette distinction. Alors ça, c'est intéressant parce que même si c'est populationnel, ça suggère que les patients qui en ont le plus besoin en bénéficient davantage. C'est intéressant de voir aussi que la dose était entre 5 et 7 000 pas. Donc, c'est encore là, pas besoin de faire un 10 000 pas par jour. Ici, vous avez une performance aussi cognitive. Pardon, ici, c'est le CDR, donc le Dementia Rating Scale. Ici, c'est une performance cognitive aussi. Donc, diminution de la performance cognitive, plus de chances de détecter une démence sur le plan clinique et associé à une augmentation de l'autopathie. Donc, vraiment, ici, ça a fait beaucoup jaser cette publication-là, parce que là, pour la première fois, on fait des liens avec des biomarqueurs de plus en plus reconnus comme prédicteurs des troubles neurocognitifs. Alors, tout ça nous suggère évidemment que l'exercice physique, c'est important. Ça fait, nous, une vingtaine d'années qu'on fait des programmes là-dedans. Je pense que le premier programme subventionné par les IRSC, on l'a eu en 2006. Plusieurs jeunes étudiants qui étaient là sont maintenant des professeurs, Nicolas Bériban, par exemple. Euh, euh, Francis Langlois, qui faisait partie de cette équipe-là aussi, est neuropsychologue à Sherbrooke. Donc, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et ici, ce que vous voyez, c'est le gym de l'Institut de gériatrie, hein, qui est juste de l'autre côté du stationnement, qu'on a mis en place. À l'époque, j'étais professeur à l'UQAM, on avait eu une FCI pour installer un gym. Et on avait bien fait de choisir une bonne compagnie. Je ne veux pas faire de pub, là, mais ça fait 20 ans que les tapis roulent, puis ils roulent encore. Je suis assez content parce qu'évidemment, comme dans toute bonne recherche, quand on a la subvention, on achète l'équipement, puis après, on n'a plus de sous pour l'entretenir. Et puis, avec le temps, j'ai traversé, comme vous le savez, à EPIC. Alors, ça, c'est le nouveau labo d'EPIC qu'on a mis en place en 2000, pendant la COVID. D'ailleurs, vous voyez Nicolas ici, ça, c'est la réouverture en 2021, je crois, quand on a eu le droit de réouvrir les gyms. Ça aussi, c'est le nouveau gym du centre EPIC. Donc, maintenant, on fait de la stimulation cognitive, on fait de l'entraînement en force. J'en reparlerai un peu plus vers la fin, mais l'entraînement en force, ça a l'air de plus en plus essentiel pour montrer vraiment des effets neurotrophiques. Ça a été démontré beaucoup par les études de Teresa Louis Ambrose à Vancouver, qui a fait des essais cliniques. On faisait que de l'exercice force musculaire, puis on montre des effets, notamment au niveau de la mémoire, puis avec l'augmentation aussi des myokines qui sont précurseurs du BDNF. Oups, là, de l'autre côté, là, je suis en train de reculer. OK, excusez. Alors ça, c'est le gym. Maintenant, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ce fameux gym? Ben, ça, c'est une des premières études qu'on a fait dans le domaine, puis je la présente ici aujourd'hui parce que je sais que c'est une population qui vous intéresse peut-être plus. C'est une des premières études, d'ailleurs, dans beaucoup de guidelines d'exercices internationaux, c'est la seule qui est citée comme une étude où on a fait un essai randomisé avec des patients fragiles. Donc, très souvent, vous allez voir tous les auteurs un peu hot dans le domaine qui ont fait des études avec des personnes âgées saines. On l'a fait aussi, mais moi, ce qui m'importait beaucoup, parce que j'étais à l'Institut de gériatrie, puis je voyais un peu la population qu'on avait. C'est une population donc, qui vient à l'hôpital de jour, avec transport adapté, qui viennent à leur rencontre médicale et qu'on a embarqué dans un programme randomisé d'exercice physique. Et là, vous voyez une candidate typique, là, c'est Mme Aubé. Mme Aubé est arrivée en marchette au début du programme, puis ici, elle se déplace avec une canne. Donc, on a affaire à vraiment des populations gériatriques un peu plus hypothéquées.
Alors, question qu'on s'est posée avec Francis pour sa thèse, c'était est-ce qu'on peut arriver à augmenter le niveau d'activité physique chez ces patients-là d'une façon efficace? Il faut dire que ce ne sont pas des MCI ici, OK? C'est un critère d'exclusion d'avoir des troubles neurocognitifs. Donc, ce sont des patients physiquement diminués avec un diagnostic de fragilité avéré par nos gériatres, ici Minvu et puis Marjane Kergoat, nos partenaires du début. Et puis, on a montré que ces patients-là, après 3 mois seulement d'exercice, montrent une amélioration cognitive dans plusieurs domaines. Le rouge, c'est le groupe Control Usual Care, donc ils viennent à l'hôpital de jour, mais ils ne font pas d'entraînement physique. Et l'autre, c'est un programme adapté de 3 mois, 3 fois semaine, supervisé par une physiothérapeute et des kinésiologues sur place. On a aussi fait des cas cliniques de patients plus graves. On avait une patiente très, très, très fragile qu'on n'a pas pu randomiser, mais on l'a suivi quand même, puis on a montré des beaux effets. Là, je ne le présente pas ici, mais vraiment, c'est très efficace en fait chez les patients qui sont très diminués. Il suffit de le faire avec sécurité. Je n'ai pas le temps de le présenter aujourd'hui, mais on le fait aussi avec des patients parkinsoniens. Que si vous regardez les études d'intervention en activité physique, vous allez voir que souvent, il faut regarder les fingerprints dans les contres. Vous allez voir dans les méthodos, ils retirent les gens qui ont des limitations motrices trop importantes parce qu'ils n'ont peut-être pas l'équipement, ils sont peur. Alors, nous, on avait, dans une deuxième FCI, qu'on avait eu avec Anthony Carélis, d'ailleurs, de l'UQAM, on avait installé des tapis avec système de rétention pour pouvoir entraîner des patients au risque de chute. Et on a montré l'efficacité aussi après 3 mois sur le plan cognitif de patients parkinsoniens avec un diagnostic. Euh, donc, évidemment, on en a fait plusieurs des études comme ça. Ça, c'est une étude qui regroupe certaines d'entre elles où on a montré qu'est-ce que ça prend aussi pour que ça améliore la cognition. Ça, c'est ici, on retourne avec des patients sains. Ce qu'on avait montré dans cette étude d'analyse de médiation, c'est que s'ils sont assignés au programme d'entraînement, qu'on a une amélioration de la santé cardio-respiratoire, alors on va avoir une amélioration de la mémoire de travail. Ici, c'est un task 7 dans une tâche d'attention divisée. Excusez le jargon, mais on pourra revenir là-dessus. Et dans le bas de la figure, ce que vous avez, c'est la même médiation chez des patients plus vieux, mais celle-ci est complète. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez une amélioration partielle de la cognition si vous entraînez, si améliorez la santé cardio-respiratoire. Et en bas, la santé cardio-respiratoire prédit 100% de l'amélioration de la vitesse psychomotrice chez les patients. Alors, on n'est plus en mémoire dans notre étude, en tout cas, c'est notre groupe d'études, on n'est plus en mémoire, on n'est plus en fonction exécutive, mais on est en vitesse de traitement. Vous savez comme moi que c'est extrêmement prédicteur des performances cognitives. Puis ça, c'est des patients qui ont en haut de 72 ans, en moyenne 80 à peu près. Donc, on est vraiment chez les patients plus âgés et on montre que c'est quand même très important d'améliorer la santé cardio-respiratoire. Évidemment, l'entraînement physique, donc là, je pense que vous avez vu un peu, il y a énormément d'études là-dessus, il y a des méta-analyses là-dessus. Je vous ai présenté surtout des études maison avec des patients qui nous rejoignent un peu plus, mais vous allez surtout trouver des études avec des grands groupes de patients qui sont relativement sains et mobiles. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous, on s'est attaqué à des patients avec des limitations fonctionnelles plus importantes. Mais aussi, on avait toute une histoire d'entraînement cognitif. Moi, j'ai fait mon doctorat ici à l'Université de Montréal sur l'entraînement cognitif. Donc, assez rapidement, dans le laboratoire, on a combiné les deux. On amenait les patients au gym, sauf que on avait une salle d'entraînement cognitif à l'Institut de gériatrie, et puis on faisait venir les patients une demi-heure avant, une trois quarts d'heure avant, pour faire de la stimulation cognitive. Pourquoi? Parce qu'on sait que la stimulation cognitive, ben, c'est efficace pour améliorer les fonctions cognitives des personnes âgées qui sont sous-stimulées. Alors, pour situer un peu, pour ceux qui sont moins en neuropsy, c'est quoi de l'entraînement cognitif? Ben, il faut voir que si vous allez dans la littérature en neuropsychologie, vous allez voir qu'on fait ce qu'on appelle des interventions cognitives, qu'on peut diviser en stimulation cognitive, ce qui est beaucoup recommandé chez les personnes âgées. Hein, aller écouter de la musique, aller au concert, jouer au bridge, faire c'est ça de la stimulation cognitive. C'est souvent moins encadré. C'est très efficace quand même chez les gens qui sont plutôt seuls et qui sont sous-stimulés. Mais il y en a qui le font naturellement, surtout avec les iPads maintenant. On la distingue de ce qu'on appelle la réhabilitation cognitive, quand il y a une atteinte, par exemple post-AVC ou post-concussion ou autre. OK? Où là, on a vraiment un programme qui cible des déficits associés à un événement précis. Et l'entraînement cognitif, ben, il faut le voir un peu comme complémentaire. Tout ça est complémentaire, hein, c'est pas compétitif. Au contraire, souvent, c'est tout ça ensemble qui fonctionne. Et l'entraînement cognitif, ben là, c'est souvent un programme qui va cibler des fonctions qu'on voit qui sont réduites sans nécessairement qu'il y ait eu d'événements particuliers. Hein. Donc, nos patients, nous, ils n'ont pas d'AVC, souvent, ils n'ont pas d'atteinte encore, mais on veut les stimuler de façon à cibler les fonctions les plus touchées. Donc, souvent, on va faire un bilan. On va voir que bon, ben, la mémoire de travail va bien, mais que l'inhibition, oups, ça commence à être problématique.
on va faire un programme d'entraînement d'inhibition. Souvent, ces programmes-là, ils sont basés sur des processus on voit qui sont déficitaires. Ou encore sur des stratégies. Par exemple, si c'est la mémoire verbale, ben, on va essayer d'enseigner des stratégies mnémotechniques qui visent une amélioration de la mémoire verbale. Alors, on peut le voir un peu comme en entraînement physique, quand on vise à améliorer une performance cible ou un déficit identifié lors d'une évaluation. C'est important parce que, vous le savez comme moi, après l'âge, le deuxième facteur le plus prédictif des troubles neurocognitifs, ben, c'est d'avoir un trouble cognitif, une anomalie, soit un MCI ciblé ou de façon générale dans différents tests. Alors, l'entraînement cognitif, je n'ai pas le temps de passer en revue tout ça, mais je vais cibler un peu. Nous, ça fait longtemps qu'on étudie ça aussi. Maxime Lucier, qui avait fait une thèse de doctorat à l'époque dans mon laboratoire, avait démontré, en fait, l'efficacité. Pourquoi je vous montre ce papier-là? C'est qu'on avait montré, on a développé une console qui s'appelle NeuroPeak, qui est maintenant sur iPhone, qui cible essentiellement l'attention divisée, l'inhibition, la vitesse, surtout la vitesse. Donc, c'est des jeux un peu plates. Hein. Il y a le terme anglophone qui capture bien ça, qui dit des serious games. On ne peut pas être plus antinomique que ça, hein? Serious game, là. Ça n'a pas de l'air le fun, pas en tout. Mais c'est exactement ça. C'est pas vraiment le fun. Les patients s'en plaignent d'ailleurs après quelques semaines. Et puis on fait l'analogie avec le gym dans ce temps-là. On dit, oui, mais tu sais, pousser de la fonte, c'est pas le fun, sur le tapis roulant, c'est pas le fun, mais tu vas être plus fonctionnel dans la vie de tous les jours si tu le fais, ben, c'est un peu la même chose. Puis c'est démontré. Et puis, la petite figure ici, c'est pour vous montrer comment on le faisait à l'époque, quand on a commencé à faire ça. Donc, on avait comme des laboratoires de langue, là, où on apprend, les gens, il y avait une cubicule, puis un ordinateur, puis des écouteurs, qui faisaient le programme seul. Maintenant, ben, ils le font sur iPad, donc ils peuvent le faire à la maison. Et on a montré que par rapport à l'utilisation du même temps devant un ordinateur avec les mêmes coachs, ben, le fait de cibler des processus est vraiment, vraiment efficace et montre une amélioration qu'on n'a pas. Puis si vous le voyez par rapport au groupe placebo, placebo, hein, pas passif, placebo, ils passent le même nombre d'heures sur l'écran que les mêmes coachs, mais ils ne ciblent pas des fonctions précises avec de la rétroaction et on n'a pas les mêmes améliorations. Donc, ça supporte l'idée qu'il faut vraiment cibler certaines fonctions si on veut les maintenir et les améliorer. On a montré aussi, puis ça c'est peut-être intéressant de prendre une minute pour le rappeler, c'est que évidemment, il y a eu des validations de ce qui se passe sur le plan cérébral. Là, je parle de vieilles études que j'ai faites à l'époque de mon postdoc avec Kirk Erickson, qui est un spécialiste d'imagerie cérébrale. On avait réussi à montrer que les aînés en bénéficient davantage. Il y a des interactions de groupe par âge, c'est-à-dire groupe d'âge par temps, quand on fait ce type de programme-là, suggérant que même les aînés qui montrent des déficits de vitesse de traitement et de fonction exécutive vont s'améliorer quand même. Et, euh, et qu'il y a des gains fonctionnels vraiment importants. Ça, c'est Karen Lee à Concordia qui avait montré ça en utilisant simplement ces programmes d'entraînement. Donc, on peut imaginer un patient hein, qui est limité, qui ne peut pas faire beaucoup de programmes d'exercice. D'ailleurs, on l'utilise maintenant nous, avec les insuffisants cardiaques pour qui on ne peut pas prescrire de programme. On fait de l'entraînement cognitif, puis on voit des améliorations. Et puis, Karen avait montré une amélioration au niveau de l'équilibre postural. Ça a été démontré aussi par l'équipe de Joe Verghese à New York sur la vitesse de match spontanée et vitesse maximale, avec seulement de l'entraînement cognitif. Donc, assis sur une chaise 2-3 fois semaine pendant quelques mois. Évidemment, vous savez comme moi, ça va chercher, en fait, ça va probablement améliorer les ressources cognitives qui sont associées à la mobilité chez ces personnes-là. Puis je termine avec un petit papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, juste pour vous montrer que même si ça a été oublié un peu l'entraînement cognitif dans les dernières années, il y a de plus en plus un retour de ces papiers-là. Et ça, c'est l'équipe du Active Study, qui est une des premières grandes études qui a été commencée, je pense, en 2002 aux États-Unis. Là, on montre que les premiers papiers en 2002, l'étude date un peu plus, et on montre que des suivis à long terme avec des boosters cognitifs permettent de maintenir la vitesse de traitement de l'information, puis en plus, prédisent une moindre conversion vers des troubles neurocognitifs en vieillissant. Ça, c'est un suivi de 20 ans. Et les patients qui ont continué à faire des programmes d'entraînement, des booster sessions, montrent moins de troubles neurocognitifs associés à la démence, donc moins de diagnostics de démence chez ces patients-là. On pourra revenir sur comment ça peut fonctionner tout ça. J'ai des petites réflexions à la fin de la présentation là-dessus. Alors, entraînement cognitif, entraînement physique, je vous montre un peu les travaux qu'on a faits parce que pourquoi j'ai pris le temps de vous les montrer, c'est que la base de nos études interventionnelles multidomaines, maintenant, c'est vraiment ces programmes d'exercice-là qu'on a développés à l'Institut de gériatrie et les programmes d'entraînement cognitif qu'on a développés sur notre plateforme NeuroPeak. C'est vraiment les deux ingrédients qu'on utilise maintenant partout. Il y a
des précédents dans la littérature sur le fait que l'entraînement combiné ou multidomaine est plus efficace. La plus grande étude publiée, c'est la Finger Study hein, de l'équipe de Kivipelto. Par contre, elle est hyper citée, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de limites. En fait, l'étude de Kivipelto, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi pendant 2 ans des patients avec des risques, facteurs de risque cardiovasculaire. Ils ont programmé de l'exercice physique, la stimulation cognitive et des recommandations nutritionnelles. OK? That's it. Le groupe contrôle, donc, montre moins d'amélioration que le groupe intervention, hein, que ce soit sur un score global neurocognitif, vitesse de traitement, fonction exécutive ou même mémoire. Par contre, dans cette étude-là, il n'y a pas de groupe contrôle vraiment actif, donc un groupe passif, mais pas de groupe actif, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, des groupes qui viendraient au gym le même nombre de fois, mais qui ne font pas de programme. Il n'y a pas non plus de comparaison entre les différents programmes, combinaison des différents programmes. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on prescrive à nos patients. Alors, pour moi, c'est problématique parce que, bon, un, comme chercheur, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Puis deux, surtout, c'est que le patient qui va tout changer demain matin, là, ben, moi, je vous lance le défi de me le présenter parce que moi, j'en suis des tonnes depuis longtemps. Puis c'est très rare qu'un patient va changer son alimentation, décider de mieux dormir, venir 3 fois par semaine au gym, puis en plus faire 4-5 fois par semaine de la stimulation cognitive. OK? D'ailleurs, nous, en clinique, on le sait, puis en tout cas, je vous en parlerai un peu tantôt, comment on arrive à intégrer ça dans le temps, parce que ça ne se fera pas demain matin. Donc, biais de sélection important. Nous, d'ailleurs, ce qu'on fait, et ça, c'est une autre étude qu'on a publiée en 2021, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prescrire, par exemple, la stimulation cognitive et l'entraînement physique, mais on va aller comparer les autres programmes placebo, qu'est-ce que ça fait. Si le patient, par exemple, il vient au gym, mais il ne fait pas de l'entraînement aérobie et musculaire, ou il vient au gym, puis il n'apprend pas vraiment sur les tablettes. Et on a montré dans plusieurs papiers que c'est vraiment la combinaison des deux programmes efficaces qui montre l'efficacité supérieure, hein, les programmes cognitifs plus et aérobic plus par rapport au mélange des autres. Ça, c'est une étude vraiment quatre bras randomisés. C'est pas moi qui ai randomisé. Donc, on sait vraiment que c'était efficace. Puis en plus, sur la vitesse de marche, c'est un papier plus récent sur la vitesse de marche, c'est vraiment aussi le groupe qui a fait les deux qui a montré la meilleure amélioration. Vous l'avez ici. Les groupes qui ont fait un ou l'autre, ben, ils s'améliorent à la marche pareil. Ça, c'est intéressant parce que ce qu'on ne permet pas de capturer dans l'étude Finger, c'est que même s'ils ne font pas tous les ingrédients avec une hyper efficacité, il y a quand même des gains énormes qu'on va chercher par rapport au groupe qui fait que des placebos. Donc, ça, c'est très important, cette littérature-là. Puis avant de vous présenter, je pense que bientôt, je présente le programme clinique, mais juste avant, je vais vous montrer aussi que ça se fait aussi à la maison. Alors, malheureusement, il y a eu COVID, vous le savez comme moi, mais heureusement, on est ressorti avec plein de connaissances de COVID, hein. D'ailleurs, nous, notre équipe, j'avais la chance, ou la malchance pour eux, mais je suis désolé pour mes collègues, mais j'avais la chance d'avoir 3-4 postdocs à l'époque, dont quelques-uns européens qui ne pouvaient pas repartir à cause de la COVID. Donc, ils ont, ils ont, ils ont bien réagi, puis ensemble, ils ont travaillé très, très fort, Emma Dupuis, puis Florent Beigny, d'ailleurs, qui sont retournés maintenant en France. Professeur Emma est à Dijon et Florent Beigny est à l'Université de Paris, Paris-Cité. Et les deux ont travaillé très, très fort pour carrément vite mettre en place un programme combiné à la maison. Alors, comment on a fait ça? Le Centre EPIC avait, le groupe du Centre EPIC, il y en a 22 kinésiologues praticiens, rapidement, eux, ils avaient fait des capsules vidéo pour que les patients, quand on est obligé de fermer le gym, puissent continuer à s'entraîner à la maison. Alors, il faut imaginer, nous, on a 3200 membres qui viennent tous les jours. Il y a 1500 membres qui rentrent le lundi. Là. Je le vois sur les cartes d'accès. OK? C'est pas ma carte, là, mais. Donc, pour servir ces gens-là, le gouvernement décide de fermer le gym. Nous, on a enregistré des programmes, puis nos kinésiologues ont été hallucinants. Ils ont fait ça en temps record. Mettre des capsules sur l'Internet pour que les gens puissent faire de la flexibilité, de l'entraînement en force. Les capsules sont encore disponibles d'ailleurs. Puis nous, on avait développé nos plateformes d'entraînement cognitif neuropique à la maison. Donc, on s'est dit, ben tiens, on relance une étude, voir est-ce que ça fonctionne à la maison. Puis on l'a fait avec des cardiaques, on l'a fait avec des patients âgés sains. Puis ici, vous le voyez, avec des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et on a fait le même truc, randomiser les deux programmes, juste l'exercice ou un groupe waiting list, OK, pour voir qu'est-ce que ça fait. Pardon, il n'y avait pas de waiting list dans cette étude-là. J'ai fait une erreur. En fait, c'est que, étant donné que, ça c'est une discussion qu'on a eue grâce au comité d'éthique, en fait, on a amélioré notre programme, c'est que on a considéré que c'était pas éthique de laisser les gens rien faire à la maison. Donc, on a entraîné tout le monde. On leur a donné des prescriptions. On les a appelés toutes les semaines pour voir s'ils suivaient leurs prescriptions. On a fait un logbook, puis on a fait une reconstruction. Là, je sais qu'il y a des Ken dans la salle, mais on a fait une reconstruction
avec des recommandations puis des guidelines pour transformer en METS le niveau d'exercice qu'il faisait. Donc, un travail quand même de fou, mais c'est auto-rapporté. OK? Il n'y a pas d'accélérométrie. Et on les testait à la maison, en ligne. Test de marche, TOG, test de marche rapide dans le salon, test cognitif et tout ça. Donc, vraiment un travail quand même assez considérable. Et ça nous a permis de faire des dissociations de dose-réponse en exercice physique et cognitif pour voir est-ce que la dose est importante, puis est-ce que la combinaison des deux est importante. Donc, vous voyez que dans tous les cas, et là, je vous rapporte très, très rapidement, dans tous les cas, le fait de faire juste l'exercice est moins bénéfique que faire les deux. Bon, pas une grosse surprise. L'exercice, par contre, chez les gens qui font des grandes doses, on voit des meilleurs effets, alors qu'en combiné, ce qui est intéressant avec l'entraînement cognitif, c'est qu'en combiné, même les gens qui font moins d'exercice physique vont chercher un gain en combinant les deux. Vous le voyez ici, là, ça c'est pré. C'est-à-dire ça, c'est 0 à 3 mois, puis ça, c'est 3 à 6 mois. OK? Donc, en parle 0 à 3 mois, puis ça, 0 à 6 mois. On les a suivis 6 mois, on les a retestés aux 3 mois. Donc, vous voyez que même le patient qui est moins actif physiquement, mais qui accepte de faire de la stimulation cognitive, 20-30 minutes par semaine, c'est pas énorme, hein? Il en fait un petit peu à chaque jour, il va chercher un gain supplémentaire. Ça, c'est pour les fonctions exécutives. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour la mémoire de travail. Regardez en mémoire de travail, le patient qui fait que de l'exercice, mais qui accepte de faire une haute dose. Là, on est en haut de 1200 mètres par semaine. C'est comme quelqu'un qui est plus actif. Va chercher presque la même chose après 6 mois, mais pas à 3 mois. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que la combinaison des deux est plus efficace rapidement. Rapidement, le patient il montre des fonctions cognitives améliorées. Ça, c'est de la cognition, sauf qu'Emma est en train de soumettre, elle a soumis d'ailleurs le papier fonctionnel. Donc, on va avoir des données fonctionnelles très importantes aussi. Est-ce que le patient marchait mieux, les tests d'équilibre, de posture, etc. Très important pour notre population gériatrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on combine les deux, on a un effet rapide. Si le patient ne fait pas d'entraînement cognitif, l'entraînement physique peut aider aussi, sauf qu'il faut que les doses soient un peu plus importantes, puis il faut attendre un peu plus longtemps. Néanmoins, ce qu'on montre encore une fois, c'est que la combinaison des deux est super importante. Alors, cette combinaison-là, on le sait depuis un bout qu'elle est importante. Et on avait d'ailleurs, là, c'était des patients, j'ai oublié de le dire, mais qui n'avaient pas de troubles cognitifs. Hein? C'est-à-dire qu'il y en a qui en avaient un peu, mais c'était par hasard. Donc, ce n'était pas des patients référés pour troubles neurocognitifs. On a fait des bilans neurocognitifs. Évidemment, on a trouvé des patients qui avaient des troubles neurocognitifs, donc des MCI, mais on va dire des populationnels, hein, community-based MCI patients. T'sais. Alors, on a amené tout ça en clinique à un moment donné. Ça, c'est une étude qui s'appelle Synergie, dans laquelle on retrouve les mêmes ingrédients que je vous ai montrés là. Donc, le même programme d'exercice. On a fait le programme avec Nicolas Berryman, que tu connais bien, Teresa Louis Ambrose, Laura Middleton, donc des chercheurs bien connus dans le domaine. On avait un groupe de travail. On a fait le programme d'exercice, la prescription, aérobie, force musculaire. Entraînement cognitif neuropique, donc notre programme essentiellement. Le programme s'est déployé dans 5 sites canadiens, donc de Vancouver à Montréal en passant par London. On a, là, je vais vous parler de la vraie réalité des choses. En fait, quand on fait ce genre de programme-là, c'est extrêmement difficile de recruter des étudiants parce qu'il faut que les patients embarquent dans le programme. Et vous allez voir, le flowchart est assez parlant. Donc, on a contacté à peu près 800 patients. Certains n'étaient pas admissibles. Au final, on a entraîné à peu près 200 patients. Ça vous donne une idée de comment c'est difficile. Donc, il faut être plusieurs sites pour que ça fonctionne. Mais l'intérêt aussi du multisite, c'est qu'on voit que ça se déploie dans différents endroits avec une certaine efficacité. Alors, programme d'entraînement cognitif, je vous l'ai déjà dit, c'était NeuroPeak, essentiellement de l'entraînement en double tâche, en fait, tablette où les patients apprennent à faire des décisions rapidement. Ça, c'est beaucoup la vitesse. Il y a une rétroaction constante, c'est adapté individuellement. Plus le patient va vite, plus c'est difficile. Donc, ils n'ont pas tous le même programme. Mais c'était pas très, très long. 3 fois par semaine, 20 minutes par jour à peu près, avant d'aller au gym. Nous, on le fait avant parce que, bon, il y a toute une littérature sur comment il faut combiner, j'entre pas là-dedans. Mais on le fait avant parce que c'est plus simple. Le patient arrive, puis pendant qu'il attend, ben, il fait sa stimulation cognitive, on est sûr qu'il la fait bien. Présentement, on la fait plus à la maison parce que les patients aiment bien le faire à la maison. Entraînement physique, 3 fois par semaine, 60 minutes, 40% de résistance et 20% d'aérobie. Vous avez vu, là, la résistance prend plus de place de plus en plus dans les programmes pour maintenir les fonctions cognitives, parce que c'est ce qui est le plus efficace, en fait. Mais il faut quand même améliorer la santé cardio-respiratoire. Donc, il faut faire les deux.
mais la résistance qui était toujours un peu sous-utilisée et de plus en plus utilisée. Et puis, il y avait une composante vitamine D en 2018, quand on a lancé l'étude, les gériatres, notamment Manuel Audasso à London, voulaient vraiment qu'on intègre ça. Euh, Vous allez voir, ça n'a pas donné grand-chose. La plupart des patients n'étaient pas en déficit vitaminique très important, donc ça n'a pas ajouté beaucoup. Alors, vous l'avez ici, le flowchart. Donc, on a suivi les patients 12 mois, on les a entraînés 6 mois de façon active. Et puis, vous voyez, hein, quand je disais qu'il faut contacter beaucoup de patients pour faire ce genre d'études-là. Alors, ce que je vous présente, c'est, évidemment, je n'ai pas le temps de vous présenter tout ce qu'on a fait, les tests sanguins, la posture, etc. L'IRM aussi a été fait, mais vous voyez, ça, c'est un design à 5 bras randomisé où les patients faisaient de l'entraînement cognitif et physique. Et ce que vous voyez en bleu, c'est des gens qui ont fait les deux. Il y avait le placebo de vitamine D, mais comme je vous ai dit, il n'y aura pas de différence. Et puis, le bras 3 et 4, ben, c'est des gens qui ont fait que l'entraînement physique, le placebo cognitif, puis les gens qui ont fait les deux placebos, donc c'est le groupe 5. Donc ça, c'est un modèle qui permet de ne pas désentraîner trop de monde et d'aller voir un peu les effets de la combinaison. Nous, ce qu'on cherchait, bien, comme le dit le nom de l'essai, ce qu'on cherchait à mettre en valeur, l'évidence, l'hypothèse derrière, c'était qu'il y a une synergie de l'entraînement cognitif et physique qui est essentielle pour que ça fonctionne. Les résultats ont été publiés dans JAMA en 2023. Il y a d'autres papiers qui sont publiés récemment sur les effets au niveau neuro, en imagerie, puis au niveau fonctionnel. Mais ce que vous voyez ici, ça, c'est le papier principe avec les données, les main outcomes. Vous voyez que le groupe 1 et 2 qui ont fait les deux effets, les deux types d'entraînement sur la DASCOG, hein, plus ça baisse, mieux c'est, parce que c'est une échelle de demande. Vous voyez d'ailleurs le groupe contrôle placebo qui évolue, le groupe entraînement physique après 6 mois, puis le groupe qui fait les deux après 6 mois. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine efficacité de la combinaison des deux euh, pour améliorer la fonction cognitive de ces patients-là. Plus récemment, l'année dernière, en 2025, on a publié les effets sur la marche. Puis vous voyez encore une fois ici les effets de la combinaison des deux sur la usual get speed. Puis ça, c'est, je pense, le fast, ouais, avec la recommandation de marcher le plus vite possible. On distingue encore plus l'effet. Ça, c'est fréquent quand on fait de l'entraînement cognitif, en plus du physique. Il y a une certaine allocation de ressources qui se développe un peu. Fait que quand on donne des consignes de performance aux patients, moi, je l'ai vu dans plus qu'une étude, fait que c'est mon interprétation, là. J'ai l'impression que c'est que le patient il est cognitivement plus capable d'orienter ses ressources quand on donne une conseil. Il marche plus vite ou fait ça plus vite. Probablement que l'entraînement cognitif améliore ça parce qu'il y a un feedback. Le patient il apprend pendant 6 mois à être plus rapide au niveau moteur. Donc, c'est probablement une hypothèse un peu facile, mais ça tient la route. Je finis en disant qu'il y en a d'autres, hein, des essais cliniques, des plus longs. J'ai juste fait un petit survol. Ça, c'est souvent des protocoles. Le SMART Study, le Super Brain Meet en Corée. Celui-là aussi, le Ken Thumbs Up, auquel je participe. Teenage, ça c'est, je me souviens plus, je pense qu'il est en Inde. Ah oui, c'est ça, il est en Inde. Donc, beaucoup, beaucoup de protocoles en cours. Celui dont vous avez sûrement entendu parler, peut-être pas, mais en tout cas, il était vraiment à AAIC l'été dernier. Ils ont fait un grand, on a l'impression qu'on fait un lancement. C'est le Pointer Study. Alors, Pointer, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont comparé self-guided puis pas self-guided. Donc, encore une fois, c'est les mêmes mélanges d'ingrédients, de recommandations. Mais on voit de façon assez importante l'efficacité de ce genre de programme multidomaine. Ça, c'est au niveau des performances qui changent sur un certain nombre. C'est sur 2 ans, hein, par exemple. Donc, on voit que guided est meilleur que self-guided, mais on voit une amélioration. En fait, la seule chose qui est dommage sur cette étude-là, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, fait qu'on ne voit pas vraiment l'amplitude de l'effet, mais on peut imaginer qu'il est assez important. Donc, voilà. On ne rentre pas dans les détails, mais moi, j'ai parlé d'entraînement cognitif et d'entraînement physique. C'est sûr que si on veut avoir une approche globale, ben, il faut s'occuper du reste, hein. Donc, nous, chez nous, on intègre aussi les autres approches de prévention des troubles neurocognitifs, comme on le fait, hein, en santé cardiovasculaire. Donc, on recommande la saine alimentation aussi. On l'a intégré dans notre programme. On a des nutritionnistes qui vont suivre les patients. Essentiellement, ils se basent sur le régime MIND, qui est le régime, en fait, méditerranéen. Le DASH, le MIND se ressemble beaucoup. Le DASH, c'est antihypertenseur. Le MIND ajoute quelques antioxydants, des feuilles vertes, puis des, des bleuets, essentiellement, du thé vert. Alors, tout ce qui est
là, j'ai pas le temps de passer la littérature, mais il y a une littérature assez solide là-dessus. On recommande aussi des activités de contrôle de stress pour améliorer le sommeil, puis beaucoup d'interactions sociales. Donc, on a intégré une travailleuse sociale dans nos programmes présentement. Parce que, évidemment, intervenir de façon un peu mécanique, comme on le fait en recherche, c'est bien, mais vous le savez, il y a comme une sélection qui se fait hein, quand on fait ce genre de recherche-là assez cadré, et puis beaucoup de patients, finalement, se désengageaient. Alors, ce qu'on a réussi à faire au cours des dernières années, c'est de convaincre des gens de nous aider à partir une clinique. Et donc, on a parti une clinique d'intervention multidomaine au Centre EPIC pour permettre aux patients qui ne participent pas au projet de recherche d'embarquer dans ce genre de programme-là. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant pour les quelques dernières minutes. Donc, le programme de santé cognitive, on l'appelle programme de santé cognitive pour s'assurer qu'il n'y a pas de connotation négative, hein, parce que des patients qui viennent à l'hôpital, qui sont connus, il y a des infirmières, des médecins, des intervenants multiples, puis vous êtes bien placé pour savoir que quand il y a beaucoup de monde, ben, on ne voulait pas que les patients se promènent avec une étiquette sur la tête de j'ai des troubles cognitifs. Donc, programme de santé cognitive. Essentiellement, donc, ça, c'est le petit flyer qu'on a préparé. D'ailleurs, j'en ai apporté si jamais vous voulez les. J'étais apporté en anglais, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai dit bilingue, là, mais ceux qui veulent en savoir plus, je vais les sortir tantôt. Donc, on l'a intégré, nous, à la clinique de neuropsy. C'était plus facile d'intégrer ça comme ça parce que comme on a une clinique de neuropsy, avec les patients qui sortent de la clinique avec ou non un diagnostic ou des déficits, des fois, la recommandation va être, le rapport va être, ben, il n'y a pas d'MCI clair, mais il y a des petites affaires qui nous agacent. On aimerait peut-être ça le revoir. Ben, c'est le patient classique pour aller là. Ou il y a un MCI clair, multidomaine ou amnestique. Donc, on va l'enrouler là-dessus. On prend aussi les patients qui ont des craintes importantes. Patient qui est angoissé, ça fait pas longtemps, tu sais, qui va me dire, ah, moi, je suis allé super bien, là, mais depuis un an ou deux, là, je le sens, ben, on l'embarque direct. On est assez souple avec l'intégration. Alors, le programme est basé sur des recherches qu'on a faites. Donc, on se dit, puis sur la réalité bon, Pointer, c'est le fun, là, mais 2 ans, là, on n'a pas les moyens de mettre un patient pendant 2 ans dans un programme. Il y a une liste d'attente déjà. Donc, on a fait des groupes de réflexion, on est ressorti dedans en se disant, ben, l'idéal, ce serait 6 mois, que ça soit bien efficace, puis de coacher le patient après pour qu'il s'autonomise. Donc, on l'embarque 1 an dans le suivi clinique, mais on le dit tout de suite au début, ça va durer 6 mois d'interaction avec nous. Après, on vous coach à distance. Parfois, on leur donne quand c'est des membres épiques ou des gens qui ont le goût d'être membres, on leur donne la carte, puis ils peuvent rester membres, etc. Mais s'il y a un gym à la maison ou il y a un gym dans l'ouest de l'île, c'est bien correct aussi, ils n'ont pas besoin de venir chez nous. Donc, on a des kinésiologues qui ont fait la programmation d'exercice, neuropsychologue qui fait le bilan initial, puis qui cible les fonctions à améliorer. Cardiologue, évidemment, si le patient n'a jamais été sur un tapis roulant, jamais fait d'exercice et qu'il est un patient avec des limitations, soit fonctionnelles ou physiques importantes, bien évidemment, dans ce temps-là, si le patient a un médecin traitant, on dit, ben, voudrais-tu nous faire une requête de test à l'effort, ça serait plus facile. Puis ça permet deux choses. Un, ça permet que, évidemment, on screen le patient à risque, mais aussi, ça permet de donner au kinésiologue les éléments pour faire une prescription efficace d'amélioration de la santé cardio-respiratoire. On a des MEPS, on est capable de dire au patient, ben, voici ce qu'il faut atteindre sur le tapis. Même si tu t'entraînes dans ton énergie cardio, ben, voici, tu peux le dire à ton kinésiologue, c'est ça qu'il faut que tu essaies d'améliorer. On a des infirmières praticiennes aussi qui font le tour un peu du dossier si jamais il y a des choses qui ont été échappées et des nutritionnistes qui font vraiment une rencontre toute seule avec le patient pour voir est-ce qu'il y a des choses à améliorer et si oui, comment on peut intégrer la diète Mind dans vos programmes. On utilise aussi la Brain Health Diet là, du CCNA, le Consortium canadien de démence a fait des recommandations canadiennes sur la diète santé cérébrale, donc on l'intègre aussi. Et comme je disais tantôt, on a une travailleuse sociale. Elle n'est pas tout le temps impliquée dans le dossier, mais souvent, s'il y a des petites aspérités à améliorer à la maison, ou si on voit qu'un patient ou une patiente est très isolée, ça aussi, on recommande, parce que le patient part avec une recommandation. Et s'il est seul et n'a pas d'amis, ben, on fait des recommandations d'interaction sociale, littéralement, okay, parce qu'on sait que c'est très efficace. Donc, tout ça, suivi assez individualisé, 6 mois, assez serré, assez intense. On explique aussi aux patients surtout ceux qui ont commencé à avoir des troubles neurocognitifs, un peu comme on fait en cardiologie. Si vous avez un diagnostic, là, il faut se battre un peu. C'est pas en faisant la petite marche. Donc, on les amène un petit peu à l'empowerment, si on veut, ce qu'on appelle en français l'autonomisation. Donc, prendre un peu soin de soi. Donc, essentiellement, ça résume le programme. Ça, c'est une super figure que j'ai demandé à Notebook de faire. Notebook LM, là. Mais ça vous entend. J'ai mis le programme. Regarde, c'est beau, hein? Donc, donc,
je résume. Entraînement physique, donc le principe FIT, hein, connu des kinésiologues. Avec aérobie, force musculaire, motricité, équilibre. On cherche une augmentation, une amélioration. Ça, c'est très important. Moi, je dirais que c'est peut-être ce qu'on oublie trop souvent dans nos recommandations quand on se base sur les études qu'on a publiées, c'est faut pas juste en faire, faut en faire avec une cible. Même chose avec l'entraînement cognitif et les interactions sociales. Ils ont aussi des ateliers mémo que Civil a développés pour améliorer les stratégies mnémotechniques. Donc, ceux qui, en fait, ils le font tous, mais ceux qui ont des problèmes de mémoire vont en bénéficier davantage. Les recommandations nutritionnelles. Tout ça avec l'idée qu'on explique aux patients, c'est la synergie de tout ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment important de tout faire. Et puis, on les transitionne vers l'autonomie. C'est le bout le plus difficile. Ils sont vraiment déçus après 6 mois, puis ils se fâchent. Fait que là, faut essayer de trouver une façon de, de, de- de régler ça. Euh, puis, quelle heure il est là? On va se garder 10 minutes de questions. Peut-être juste vous montrer quelques cas. J'ai sorti ça vraiment récemment, là. Christine Gagnon, neuropsychologue avec qui on fait ça. Donc, il y a une neuropsychologue qui suit vraiment le programme. Euh, on a des stagiaires de neuropsy aussi, des deux universités qui forment des neuropsy qui viennent. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a des stagiaires qui peuvent commencer à apprendre de façon de fonctionner aussi. C'est sûr que le multi est particulier, vous le savez comme moi, hein. Donc, les kinésiologues n'ont pas l'habitude de mettre des patients qui ont des troubles cognitifs sur un tapis roulant. Donc, il y a de l'apprentissage là-dessus, dans la façon de donner les consignes, la façon de répéter les consignes, puis des fois de donner des petits rappels par écrit. On veut que le patient soit capable tout seul d'arriver sur le tapis, puis de peser sur le bon piton, ou sur le vélo. Donc, il faut vraiment améliorer toutes ces facettes-là. Donc, ici, une femme de 68 ans qui vit seule, sans enfant, 11 ans de scolarité, retraitée. Son motif de référence, elle, c'est la psychologue de lycéenne, de la cardiologie. Elle est inquiète sur ses troubles de l'organisation attentionnelle exécutive. Donc, rapidement, évidemment, c'est quelqu'un qui a des antécédents médicaux, qui a une maladie coronarienne, qui a des plaintes nésiques et attentionnelles. Donc, l'évaluation de neuropsy a montré un fonctionnement normal, mais avec des fragilités au niveau de l'attention de l'organisation et des plaintes cognitives subjectives qui commencent à émerger. Donc, la patiente est consciente de ces troubles-là. Puis rapidement, ben, voyez ce que ça a donné, notre programme, après 6 mois. Donc là, elle n'est pas encore en phase d'autonomisation. On a fait son profil cognitif. On a un profil comme ça pour chaque domaine. On a un médical, on a un avec les kin, on a un avec la nutrition, puis on a un avec la neuropsy. Donc, je vous montre juste la neuropsy ici. Mais donc, en bleu, c'est le pré-test, hein. Puis en post-test, vous voyez les fonctions cognitives qu'on a réussi à améliorer. Puis à droite, c'est le niveau de signification clinique de ça. Donc, à 1, c'est intéressant comme changement, puis à 2, c'est très significatif cliniquement. Et puis, vous voyez que c'est surtout l'inhibition après 6 mois. La mémoire commence à s'améliorer aussi, puis la vitesse. OK? Donc, et là, il va falloir suivre un peu s'il y a des gradations ici. On va la revoir après 6 mois. Donc, ça va faire 1 an. On va voir un peu où ça évolue. Euh, une autre patiente, 72 ans, avec un DEC, retraitée. Motif de référence, c'est un médecin qui nous l'a référé parce qu'elle se plaint et elle est anxieuse sur ses troubles cognitifs. Donc, pas d'évaluation, le médecin n'a pas fait de screening. Nous, comme on est là, d'ailleurs, on aime mieux faire le screening nous-mêmes parce qu'on va mettre notre point de référence tout de suite. Donc, encore une fois, un certain niveau d'antécédents cardiovasculaires. Les difficultés qu'elle rapporte, c'est mnésique et attentionnel. Son fonctionnement cognitif préservé, mais fragilisé aussi, avec un syndrome, des symptômes anxio-dépressifs. Donc, potentiellement quelque chose qui est en train de s'installer. Puis on voit ici l'amélioration, encore une fois, en pré-programme versus en post-programme. Surtout l'attention, encore une fois. Elle n'a pas de déficit verbaux encore bien, bien clair, donc on n'est pas trop inquiet. On a des patients là, de plus en plus avec des performances un peu plus petites là, qu'on va voir si ça s'améliore. Je ne sais pas si j'ai ramené. On a un monsieur qui a montré. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ah oui, c'est celui-là. Donc, lui, 70 ans, il vit avec sa conjointe, retraité depuis 15 ans. Chef d'entreprise, donc quand même quelqu'un de haut niveau. Référent en neuropsy par la psychologue pour des plaintes mnésiques et attentionnelles. Ses antécédents, ben, c'est une maladie coronarienne, il y a eu des pontages, puis sa mère est décédée de la maladie d'Alzheimer. Donc ici, on est un petit peu plus dans la zone, on avait peur un peu d'être un peu plus dans la zone connue, Alzheimer, et effectivement, c'est un TNC lésé amnésique. Donc, beaucoup de plaintes au niveau de l'environnement, la conjointe qui disait qu'il y a un gros changement qui est en train de s'installer. Donc là, lui, beaucoup plus de difficultés aussi. Il était un petit peu moins engagé dans le programme au début.
Nous, on prend le conjoint pour la conjointe, hein. Si le conjoint ou la conjointe a le goût de venir, on donne une carte, on les embarque les deux, on sait que c'est efficace. Ça donne un petit peu un répit aussi. Donc, le fait qu'on ait une grande plateforme, ça nous permet de le faire. Puis vous voyez ce patient-là, qui n'avait pas trop de déficit au niveau exécutif, mais clairement au niveau mnésique, hein, on le voit. Il aurait dû être, en fait, il devrait être un peu plus bas, là, comme les autres. Ben, lui, vraiment, on commence à améliorer la mémoire différée après seulement 6 mois. On voit ici la mémoire à court terme. On n'est plus dans le 2, on est dans le 1,5, mais quand même, c'est 6 mois d'entraînement, c'est quand même pas long. Par contre, il y a une dégradation de la vitesse qui nous inquiète un peu. Fait que là, dans la deuxième période, on va essayer de voir est-ce qu'on peut améliorer ça un petit peu pour créer un peu de buffer pour voir si ça se renverse. Dans notre première phase, elle n'est pas ici, dans notre première phase de 4 ou 5 patients, 2 patients ont été presque renversés après 6 mois. OK? Donc, ils sont revenus à des performances normales. Est-ce qu'on gagne du temps? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan physiologique? Ça reste encore à démontrer, mais quand même. Et à démontrer, ben là, je vais finir en vous disant qu'on est en train de l'étudier beaucoup sur d'autres patients, pas ceux-là de la clinique, qui ont signé pour un FIC. Dans ce cas-ci, ça, c'est une étude qui est terminée, qui est en cours d'analyse. On a fait 1 an d'entraînement, mais là, on a toute l'artillerie lourde de l'imagerie cérébrale, du fonctionnel au structurel avec les blood samples. On est en train de faire des marqueurs de maladies neurodégénératives aussi pour voir pendant 1 an qu'est-ce qui se passe quand on fait ce type de programme-là. Ces patients-là, par contre, n'étaient pas MCI, donc ça va être la limite. Puis, on le fait aussi avec des patients très hypothéqués. Vous voyez, ça, c'est une autre étude où on combine encore une fois entraînement physique et cognitif, 6 mois d'intervention, 1 an de suivi, c'est des insuffisants cardiaques. Okay. Donc là, on est vraiment en train de faire des patients qui sont difficiles à mettre sur D'ailleurs, on cherche encore 57 femmes, parce que c'est une étude subventionnée par les instituts de recherche en santé des hommes et des femmes, où on compare carrément hommes et femmes qui sont randomisés de façon différente. On a fini de recruter des hommes. Il nous manque une cinquantaine de femmes à recruter pour compléter cette étude-là, si jamais vous avez des patients insuffisants dans votre cohorte. Donc, alors, je conclue en disant, ben, c'est ça ce que je suis en train de dire un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? On est encore en train de le chercher. Beaucoup d'études sont en train d'essayer de mettre le doigt là-dessus. Est-ce qu'on crée un buffer? Est-ce qu'on crée de la résilience, hein, qui fait en sorte que même si la maladie évolue dans le cerveau de nos patients, on permet d'avoir des performances compensatoires? Pas fort probablement. C'est un très bon texte, d'ailleurs, je vous le recommande, de Sarah Harrison dans Nature, qu'elle a publié en 2025, des belles réflexions. Justement, elle met un peu le lien avec les études Finger, Smart, tout ça. Qu'est-ce que ces études-là essaient de faire? Et qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire vraiment? Mais même si c'était juste ça, hein, la résilience à 85 ans avec des troubles neurocognitifs, ça veut dire que le patient va être hospitalisé 1 an et demi plus tard, ben, c'est quand même un gain énorme, puis peut-être qu'il va se passer autre chose entre-temps. Donc c'est vraiment un peu là-dedans qu'on est en train d'essayer d'avancer nos connaissances. Qu'est-ce qui vraiment se met en place? Mais c'est assez phénoménal chez certains patients, en fait, quand ils acceptent d'entrer dans ces programmes-là, qu'est-ce qu'on peut changer. Puis, on n'a pas encore de profil clair du patient. Certains patients, on ne s'attend pas, puis ils embarquent dans le programme, un peu en robot. D'autres, beaucoup de plaintes au début, ils ne veulent pas, ils sont démotivés, ça prend les conjoints embarqués. On a aussi, bien évidemment, certains défis avec les apathies. Patients qui, ça, des fois, c'est une référence, la conjointe, puis l'environnement dit, ben, il était actif, puis depuis 1 an, il ne fait plus rien. Ces patients-là sont moins faciles à embarquer. Beaucoup d'espoir sur le plan anxiété et dépression. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 grosses études. Je suis en train de préparer un petit papier là-dessus. 2 grosses études de méta-analyse qui sont sorties sur la dépression, qui montrent qu'il y a presque une parité en termes d'efficacité entre l'exercice et la médication. Donc, quand même énorme. Donc, vraiment, je pense qu'il faut amener nos patients. Puis je disais tantôt, ben, on ne peut pas tout changer, mais on peut changer une chose à la fois. Donc, nous, rapidement, notre stratégie, c'est qu'on les embarque dans le gym. Il y en a qui veulent rien savoir de parler de nutrition. Ben, je dis aux nutritionnistes, c'est pas grave, on en reparlera dans 2 mois. Une fois qu'ils vont être partis sur quelque chose, l'anxiété va peut-être baisser, ils vont se sentir différents un peu. Ils vont se dire, ben oui, ça fait 2 mois que je m'entraîne, pourquoi pas manger un peu mieux? Voyez-vous? Donc, un peu y aller par étapes comme ça. Voilà, donc ben, il nous reste un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas si vous en avez, mais merci beaucoup pour votre. Oui. Oui, allez-y. Commencer par une question. Premièrement, merci beaucoup, une très intéressante présentation. J'ai une question, puis c'est quelque chose que je vois un peu dans les études qu'on fait quand on recrute des personnes âgées fragiles ou des personnes âgées plus
avec des limitations physiques. Une des choses que je remarque, c'est que toujours on compare avec un groupe contrôle qui va pas avoir l'aspect social, parce que quand on vient au gym, souvent, c'est pas des individuels au gym, c'est pas one-on-one, c'est des mini-groupes où le kinésiologue, je sais pas comment ça se passe à l'Institut de cardiologie, mais souvent c'est des mini-groupes où les patients avec le kinésiologue vont discuter, ils vont avoir du fun.